Tu penses que les géants du commerce américain sont trop grands, trop ancrés dans le quotidien, trop familiers pour disparaître un jour? Détrompe-toi. Car loin des projecteurs, quelque chose est en train de se produire. Lentement, silencieusement, mais sûrement. Une véritable onde de choc traverse le paysage commercial américain. Et en 2025, elle se manifeste d'une façon très concrète. Rideau baissé après rideau baissé. Un peu partout dans le pays, des milliers de magasins ont fermé leurs portes ces derniers mois. Des parkings autrefois bondés le week-end sont devenus des étendues vides et silencieuses. Des allées entières de la vie quotidienne américaine, magasins discount, supermarchés, pharmacies, restaurants rapides se vident à un rythme qu'on n'avait plus vu depuis des décennies. Et ce phénomène va bien au-delà de simples chiffres comptables. Ce qui est en jeu ici, c'est l'érosion de la classe moyenne, la flambée du coût de la vie, et ce sentiment grandissant que l'Amérique du quotidien devient de moins en moins accessible. Inflation persistante, pression sur les salaires, vol organisé qui coûte plus de 112 milliards de dollars au secteur, habitudes d'achat en ligne qui désertifient les commerces locaux. Les forces à l'œuvre dépassent largement une enseigne ou un modèle économique isolé. Le plus frappant dans cette crise, c'est qu'elle ne touche pas des acteurs marginaux. Elle frappe en plein cœur. Les magasins sur lesquels les Américains comptaient chaque jour pour se nourrir, s'habiller, travailler, faire vivre leur quartier. Aujourd'hui, ces enseignes ferment des points de vente, réduisent les horaires ou se préparent, parfois en silence, à disparaître aussi bien des grandes villes que des petites communes. Dans ce classement, on va décortiquer les 10 grandes chaînes de distribution qui souffrent le plus aux États-Unis. Fermetures massives, tensions financières, changement de comportement des consommateurs, et surtout, ce que tout cela signifie pour la vie de tous les jours. Certaines marques rétrécissent à toute vitesse. D'autres se battent pour rester debout. Et arrivé au numéro 1, tu risques de regarder ton propre quartier d'un autre œil. Reste bien jusqu'au bout, parce qu'à la fin de cette vidéo, tu comprendras quelles enseignes disparaissent en premier, pourquoi ce mouvement s'accélère, et comment la prochaine vague de fermeture pourrait te concerner bien plus directement que tu ne l'imagines. Numéro 10. Biglow. Pendant des décennies, Biglow a été le refuge discret des foyers américains attentifs à leur budget. Un endroit où relooker son salon ne signifiait pas s'endetter sur 10 ans. Un canapé à moitié prix, un tapis abordable pour le couloir, quelques petits trouvailles pour rendre une maison plus chaleureuse sans faire exploser le compte bancaire. Biglow, c'était ça, le plaisir simple de consommer malin. Mais en 2025, cette image s'est effondrée. L'enseigne qui aidait les familles à étirer chaque dollar se retrouve aujourd'hui à lutter pour sa propre survie. Rien qu'en 2024, plus de 500 magasins Biglow ont fermé. Une vague de fermetures si brutale qu'elle figure parmi les plus importantes de l'année. Et quelques mois plus tard, le couperet est tombé. Dépôt de bilan sous le régime du chapitre 11 et annonce de la liquidation progressive du reste du réseau. Pour une chaîne construite sur le discount, le symbole est fort. Biglow n'a pas chuté parce que les gens ne veulent plus de produits bon marché. Elle a chuté parce que même le bon marché est devenu hors de portée pour ceux qui en avaient le plus besoin. Avec l'explosion des loyers, des assurances, des factures d'énergie et des coûts de transport, l'entreprise s'est retrouvée coincée entre des charges qui montent et une clientèle qui réduit drastiquement ses achats. Les clients qui remplissaient autrefois leurs chariots de meubles à bas prix et de décorations saisonnières se contentent désormais de l'essentiel. Un paquet d'essuie-tout. Peut-être un snack. Parfois un seul article, si le prix semble encore acceptable. L'inflation n'a pas seulement comprimé les marges. Elle a vidé de sa magie ce petit frisson de la bonne affaire qui faisait le charme du magasin. Dans de nombreuses villes, ces fermetures ont un goût amer. Des personnes âgées racontent leurs habitudes dans des rayons où les employés connaissaient leurs prénoms. Des salariés décrivent le choc de découvrir un matin des banderoles « Store Closing » collées sur les vitrines. Et dans les petites communes, certains propriétaires reconnaissent à demi-mot qu'un local de cette taille, une fois vide, peut rester sans repreneur pendant des années. Ce qui disparaît ici, ce n'est pas juste une enseigne discount. C'est un point d'appui pour des millions d'Américains à revenus modestes ou fixes, déjà étouffés par la hausse du coût de la vie. Et à mesure que Biglow s'efface de la carte commerciale, une question dérangeante s'impose. Si même les magasins à bas prix ne tiennent plus face à l'inflation, que reste-t-il pour les modèles entièrement fondés sur le moins cher? Numéro 9. Dollar General. Dollar General a longtemps incarné le filet de sécurité de la classe ouvrière américaine. L'endroit où 5 dollars pouvaient encore couvrir le dîner, quelques produits ménagers et apporter un semblant de répit. Pendant plus de 10 ans, l'enseigne a ouvert des magasins à un rythme effréné, parfois plusieurs par jour, s'implantant dans des zones rurales, le long de routes secondaires, dans des quartiers laissés de côté par les grands distributeurs. Mais en 2025, ce modèle montre ses failles. La chaîne bâtie sur les prix bas se heurte à un paradoxe cruel. Quand le coût de la vie écrase les consommateurs, même le low cost ne suffit plus. Début 2025,
Dollar General annonce la fermeture d'environ 140 magasins jugés peu performants, dont 96 Dollar General classiques et 45 magasins Pop Shelf. En parallèle, la direction admet un constat encore plus inquiétant. Les clients viennent moins souvent. Et quand ils viennent, ils dépensent moins. Les achats impulsifs ont quasiment disparu. Là où les rayons regorgeaient autrefois de petits articles du quotidien et de tentations à bas prix, on voit désormais des clients repartir avec le strict minimum. Du pain, du savon, une boîte de céréales. À condition que le prix n'ait pas encore augmenté depuis la semaine précédente. La clientèle historique de Dollar General, des ménages à faible revenu, est précisément celle qui souffre le plus de la hausse des loyers, des factures et de l'alimentation. Quand quelqu'un dit qu'un Dollar Store ne ressemble plus à un Dollar Store, ce n'est pas une exagération. C'est le symptôme d'une pression économique qui touche des millions de personnes en même temps. Dans certaines régions, un simple shampoing dépasse les 6 dollars. Des snacks frôlent les 4. Et l'idée de faire tenir 10 dollars sur toute une semaine devient irréaliste. À l'intérieur des magasins, la tension est palpable. Certains fonctionnent avec un seul employé par shift, à la fois caissier, réassortisseur, agent d'entretien et sécurité. Les rayons sont partiellement vides. L'éclairage vacille. Des cartons s'accumulent dans les allées. Ce ne sont pas des signes de négligence, mais les traces visibles d'un modèle économique poussé jusqu'à la limite. Dollar General ne s'effondre pas complètement, loin de là. L'entreprise prévoit encore d'ouvrir des centaines de magasins dans des zones plus rentables. Mais ces fermetures racontent une vérité plus profonde. Les communautés qui avaient le plus besoin de Dollar General sont souvent celles où l'enseigne ne parvient plus à survivre. Et ça, c'est peut-être le signal le plus inquiétant de tous pour l'avenir du commerce de proximité aux États-Unis. Numéro 8. 7-Eleven. Pendant des décennies, voir l'enseigne lumineuse de 7-Eleven, c'était un message clair. Peu importe l'heure, peu importe le quartier, il y avait toujours une solution à portée de main. Un refuge pour les travailleurs de nuit, une bouée de secours pour un médicament de dernière minute, l'unique endroit encore allumé quand le reste de la ville dormait profondément. 7-Eleven incarnait cette promesse simple mais puissante, la disponibilité permanente. Mais en 2025, ce symbole de la commodité à l'américaine commence à perdre de son éclat. Discrètement, progressivement, et surtout dans des zones où sa présence faisait toute la différence. Fin 2024, le groupe 7-Eleven, via sa maison mère CTI Holdings, a annoncé la fermeture d'environ 444 magasins en Amérique du Nord. Une vague de retrait parmi les plus importantes jamais vues dans le secteur des supérettes. Les raisons, elles, sont tristement logiques. Les coûts d'exploitation explosent. Les assurances atteignent des sommets. Et l'insécurité rend les ouvertures 24h/24 de plus en plus difficiles à justifier. Certains franchisés parlent de dizaines de vols chaque semaine. D'autres expliquent qu'ils ne trouvent tout simplement plus de salariés prêts à travailler la nuit. Sur le terrain, les changements sautent aux yeux. Des magasins qui ferment désormais à minuit, une première depuis des décennies. Des grilles métalliques remplacent les vitrines ouvertes en continu. Les caisses sont protégées par des écrans en plastique. Et dans les quartiers qui comptaient sur 7-Eleven pour le lait de dernière minute, les médicaments ou le lait infantile en pleine nuit, ces fermetures ne ressemblent pas à une simple décision économique. Elles ressemblent à un recul. Ce que beaucoup n'avaient jamais vraiment remis en question, c'est que le mode de vie américain repose sur l'idée que la commodité est infinie. Mais quand rester ouvert coûte plus cher que ce que rapportent les cafés de minuit et les snacks de l'aube, le modèle du 24 juillet commence à se fissurer. Électricité, personnel, sécurité, assurance, tout augmente plus vite que les ventes. Pour les personnes âgées, les travailleurs de nuit ou les familles à faible revenu, perdre un 7-Eleven, ce n'est pas juste un désagrément. C'est une perte de stabilité. Les lumières qui rassuraient autrefois clignotent désormais avec incertitude. Numéro 7. Best Buy. Il fut un temps où entrer dans un Best Buy donnait l'impression de toucher le futur du bout des doigts. Des rangées d'ordinateurs brillants, des enceintes de démonstration qui vibraient dans tout le magasin, des murs entiers de téléviseurs illuminant les allées. C'était là que l'Amérique découvrait demain. Les familles venaient tester les nouveautés le week-end. Les adolescentes économisaient pour leur premier casque audio. Pour beaucoup, Best Buy n'était pas juste un magasin. C'était un passage obligé, presque un rituel. Mais en 2025, ce décor bleu et jaune perd doucement de sa superbe. Best Buy ne s'effondre pas brutalement, mais il se contracte, et cette réduction raconte quelque chose de plus profond sur notre façon d'acheter la technologie. Depuis 2020, l'enseigne a fermé des dizaines de points de vente, dont 24 rien que sur l'exercice 2024, avec encore 10 à 15 fermetures prévues en 2025. Pris individuellement, ces chiffres peuvent sembler modestes. Mais mis bout à bout, ils dessinent une tendance claire. Moins de magasins, des surfaces plus petites, et un retrait discret de certains marchés autrefois clés.
Le problème n'est pas un désintérêt pour la technologie. Les Américains adorent toujours les gadgets. Ce qu'ils n'aiment plus, c'est se déplacer pour les acheter. Aujourd'hui, beaucoup viennent comparer les produits chez Best Buy, avant de commander sur Amazon. Prix plus bas, livraison rapide, aucun passage en caisse. En parallèle, le coût des grands showrooms explose, surtout en zone urbaine. Ajoute à cela les loyers, les assurances, l'énergie, les salaires et le renouvellement constant des stocks, et l'équation devient intenable. Pour les clients plus âgés, cette transition est difficile à accepter. Beaucoup détestent acheter de l'électronique en ligne. Ils veulent toucher le produit, poser des questions, comprendre les différences. Mais avec moins de vendeurs qualifiés et moins de magasins, cette expérience disparaît peu à peu. Un showroom sans accompagnement ne rassure pas. Il donne juste l'impression d'un lieu laissé à l'abandon. Best Buy ne meurt pas. Il se transforme. Plus de ventes en ligne, des formats réduits, de la logistique automatisée. Mais à mesure que ces grands magasins s'effacent du paysage, une chose devient évidente. Quand même les géants de la tech peinent à justifier des espaces physiques, les conséquences dépassent largement le simple secteur de l'électronique. Numéro 6. Subway. Pendant des années, Subway a été la cantine officieuse de l'Amérique. L'odeur du pain chaud, le bruit des ingrédients alignés derrière le comptoir, et cette phrase devenue mythique, « Qu'est-ce que je vous mets aujourd'hui ?» C'était une routine rassurante, presque invisible tant elle faisait partie du quotidien. À son apogée, avec plus de 27 000 restaurants, il existait des villes où les Subway étaient plus nombreux que les stations-service ou les écoles. Rapide, prévisible, omniprésent. Subway semblait indestructible. Et pourtant, en 2025, cet empire du sandwich se rétracte à une vitesse surprenante. Rien qu'en 2024, plus de 600 restaurants ont fermé aux États-Unis, faisant passer le réseau sous la barre des 20 000 établissements pour la première fois depuis des décennies. Par rapport à son sommet du milieu des années 2010, Subway a perdu plus de 7 600 points de vente. Un retournement spectaculaire pour ce qui fut longtemps la plus grande chaîne de restauration au monde. Les raisons vont bien au-delà de la concurrence. De nombreux clients parlent d'une qualité en baisse. Pain moins frais, légumes moins appétissants, employés épuisés et désengagés. L'expansion excessive a aussi joué un rôle clé. Trop de restaurants, trop proches les uns des autres, se disputant la même clientèle, avec des marges minuscules qui ont poussé de nombreux franchisés au bord du gouffre. En parallèle, les goûts des consommateurs ont évolué. Les Américains recherchent désormais une cuisine plus authentique, plus locale, plus artisanale. Pas une formule répétée à l'infini. Mais le changement le plus frappant ne se trouve pas dans l'assiette. Il se ressent dans l'atmosphère. Beaucoup de clients de longue date décrivent une expérience devenue froide. Un spectateur a résumé le sentiment général en une phrase. Subway était chaleureux. Aujourd'hui, il a l'air fatigué. Moins d'attention, moins de plaisir, moins de liens humains. Et ce malaise traverse des milliers de restaurants. La maison mère tente bien de relancer la machine. Menu simplifié, regroupement de franchises, nouveau design. Mais la question reste entière. Est-ce suffisant pour inverser presque 10 ans de déclin ? Numéro 5. Walgreens. Pendant des décennies, Walgreens a été un pilier silencieux de la vie américaine. L'endroit où l'on passait chercher une ordonnance, quelques produits essentiels ou un médicament en urgence tard le soir. Dans de nombreuses villes, surtout en zone rurale, le Walgreens local faisait office de centre de santé de proximité. Mais en 2025, cette impression de fiabilité se fissure. Fin 2024, Walgreens a annoncé l'une des plus grandes vagues de fermeture de pharmacies de l'histoire des États-Unis. Environ 1200 magasins vont disparaître sur 3 ans, soit près de 14% de son réseau. À lui seul, l'année 2025 devrait voir fermer environ 500 points de vente. Pour une enseigne qui compte encore plus de 8700 magasins, le message est clair. Le modèle traditionnel de la pharmacie ne fonctionne plus partout. Les pressions s'accumulent de tous côtés. Loyers et assurances en hausse constante. Salaires en forte augmentation dans un secteur de la santé déjà en tension. Et des vols qui sont passés du statut de nuisance à celui de menace financière majeure. Dans certains Walgreens, les produits sont enfermés derrière des vitrines en plexiglas. Ailleurs, des rayons entiers sont verrouillés, transformant une course rapide en attente interminable. Paradoxalement, ces mesures de sécurité font fuir les clients, réduisant encore les ventes nécessaires à la survie des magasins. L'impact humain est immédiat. En Arizona, dans l'Ohio ou dans certaines zones rurales du Sud, des seniors doivent désormais parcourir plus de 30 km pour obtenir leurs médicaments. Une cliente de 69 ans a confié « Je ne sais pas commander en ligne. J'ai juste besoin de parler à un pharmacien. » Cette phrase, simple en apparence, résume une réalité bien plus large. Pour des millions d'Américains, une pharmacie n'est pas qu'un commerce.
C'est parfois le dernier lieu où le soin reste humain. Walgreens parle de réajustement stratégique. Mais pour les communautés qui perdent leur seule pharmacie de proximité, cela ressemble surtout à un retrait. Un vide silencieux, là où il y avait autrefois une certitude rassurante. Numéro 4. Macy's. Pendant des générations, Macy's n'a jamais été un simple grand magasin. C'était un moment à vivre. Les vitrines de Noël scintillantes, les escalators qui traversaient des étages entiers de vêtements, l'étoile rouge emblématique dominant les avenues. On y créait des souvenirs. On y achetait son premier costume. Pour beaucoup d'Américains, Macy's faisait partie du rite de passage, intégré naturellement à l'enfance et à l'adolescence. Mais en 2025, cette tradition s'estompe, comme les dernières lumières après une longue saison des fêtes. Début 2024, Macy's a annoncé un vaste plan de restructuration destiné à transformer radicalement l'entreprise. Plus de 150 magasins jugés peu performants doivent fermer sur 3 ans, dont 66 rien qu'en 2025. Ce n'est pas un simple ajustement. C'est un retrait massif de régions entières, banlieues, centres commerciaux, centres-villes. Là où Macy's jouait autrefois le rôle de locomotive, attirant les foules et structurant la vie commerciale locale. Dans les magasins encore ouverts, le déclin est palpable. De larges allées presque vides, des rayons soldes qui envahissent les étages, une lumière fatiguée là où régnait autrefois une ambiance chaleureuse. Certains employés décrivent une atmosphère étrange, presque figée, comme un musée. D'autres racontent l'émotion de démonter l'enseigne Macy's pour la dernière fois, avec ce sentiment lourd que quelque chose de profondément américain disparaît. Les raisons sont connues, mais redoutablement efficaces. Le commerce en ligne a redéfini la notion de praticité. Les loyers et les coûts de main-d'œuvre ont rendu le modèle des grands magasins de plus en plus intenable. Et des consommateurs autrefois fidèles, qui venaient chaque semaine, hésitent désormais avant la moindre dépense non essentielle. Même la période des fêtes, jadis garante de foules massives, ne suffit plus à remplir les allées. Aujourd'hui, certains anciens Macy's sont transformés en logements, en bureaux, en centres logistiques, parfois même en écoles. Un symbole fort de notre époque, ce qui incarnait l'aspiration devient fonctionnel, pragmatique, presque utilitaire. Numéro 3. Kroger. Depuis longtemps, Kroger est l'épine dorsale des courses alimentaires américaines. Pour des millions de familles, c'est le point de départ de la routine hebdomadaire. Fruits et légumes, céréales, dîner improvisé après le travail. Dans de nombreuses villes moyennes et banlieues, Kroger n'est pas qu'un supermarché. C'est un repère. Mais en 2025, même ce géant de l'alimentaire sent la pression monter dans une économie où tout coûte plus cher et où la fidélité des clients s'effrite. Officiellement, Kroger affiche encore une croissance modérée. Mais sous la surface, les tensions sont bien réelles. Les salaires augmentent. Les assurances et l'énergie pèsent de plus en plus lourd. Le transport et l'inflation alimentaire grignotent les marges. Et surtout, le grand projet de fusion avec Albertson, un accord d'environ 25 milliards de dollars censé créer un réseau plus solide et plus efficace, a été bloqué par les autorités fédérales. Ce qui devait être un filet de sécurité s'est transformé en zone d'incertitude, laissant des centaines de magasins dans le flou, notamment en Californie, dans l'Illinois ou dans l'État de Washington. Résultat, Kroger commence à fermer ou regrouper discrètement certains points de vente, en se concentrant uniquement sur ses marchés les plus rentables. Ces fermetures ne font pas toujours la une des journaux, mais elles laissent derrière elles un décor familier. Parking vide, entrée condamnée, panneaux on recrute jamais retirés. Les clients, eux, changent de comportement. Ils viennent moins souvent, calculent chaque litre d'essence et chaque produit dans le chariot. Certains se tournent vers des enseignes discount comme Aldi. D'autres privilégient les commandes en ligne pour éviter les achats impulsifs. Même les clients les plus fidèles le disent. Faire les courses coûte plus cher et procure moins de satisfaction. En interne, les employés parlent de planning raccourci, d'équipe réduite, et de cette impression que le modèle classique, grande surface, gros effectifs, stock massif devient difficile à maintenir. Kroger ne s'effondre pas, mais il se resserre, se réorganise et repense profondément son fonctionnement. Numéro 2. Les chaînes de fast-food. Pendant des décennies, l'Amérique a carburé au fast-food. C'était le carburant des familles pressées, des travailleurs de nuit, des longs trajets en voiture et des week-ends d'enfance. Un burger rapide, un soda bon marché, un menu familier. Rien de sophistiqué, mais une promesse de fiabilité. En 2025, cette promesse se fissure. Le changement le plus visible est simple. Le fast-food n'est plus vraiment bon marché. Entre 2019 et 2024, les prix des menus chez des géants comme McDonald's ou Burger King ont augmenté d'environ 40%. Salaire en hausse, ingrédients plus chers, inflation persistante. Résultat, des repas qui flirtent désormais avec les 10 ou 12 $. Les familles qui commandaient chaque semaine hésitent.
Les jeunes adultes, élevés avec les menus à 1 $, estiment que le rapport qualité-prix a disparu. Et cette bascule frappe de plein fouet les restaurants. Partout aux États-Unis, des centaines d'établissements ont fermé discrètement, pendant que les coûts d'exploitation explosent. Les franchisés parlent de factures d'électricité, de loyer et d'assurance en forte hausse, tandis que les clients commandent moins de menus complets et plus d'articles à l'unité. Même les offres à 5 $, pensées pour séduire les budgets serrés, n'ont pas suffi à inverser durablement la tendance. Mais la perte n'est pas seulement financière. Elle est émotionnelle. Pour beaucoup, le fast-food a perdu son âme. L'expérience est devenue plus automatisée, plus froide, plus expéditive. Un client de 60 ans l'a résumé simplement. Emmener mes enfants chez McDonald's, c'était un plaisir. Aujourd'hui, ça sonne creux. En parallèle, les jeunes générations préfèrent des options locales ou perçues comme plus saines. Les adultes d'âge moyen pensent davantage à leur santé. Les seniors veulent de vrais repas, pas des calories avalées à la va-vite. Le fast-food ne disparaît pas, mais il perd la domination culturelle qu'il exerçait depuis un demi-siècle. Et si même les enseignes qui nourrissaient l'Amérique à bas coût vacillent, une question devient inévitable. Numéro 1, Walmart. Depuis 50 ans, Walmart est au cœur de la vie quotidienne américaine. On y achète la nourriture, les fournitures scolaires, les produits de première nécessité. Pour certains retraités, arpenter les allées fait partie de la routine matinale. Dans de nombreuses petites villes, Walmart n'était pas seulement un magasin. C'était le poumon économique, emploi, trafic, recettes fiscales, sentiment d'appartenance. Mais en 2025, même ce colosse ressent les secousses d'un paysage commercial en pleine mutation. Avec plus de 600 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel, Walmart reste un géant. Pourtant, une menace silencieuse grandit, le vol organisé. Selon les estimations du secteur, les pertes liées au vol dépassent 112 milliards de dollars par an aux États-Unis. Walmart a reconnu publiquement que ces pertes deviennent de plus en plus difficiles à absorber. Dans certaines zones, notamment celles touchées par la criminalité ou des coûts d'exploitation élevés, des magasins ferment parfois sans préavis. Et lorsqu'un Walmart disparaît, l'impact est colossal. Des centaines d'emplois s'évaporent. Les recettes locales chutent. Des centres commerciaux entiers plongent dans l'obscurité. À cela s'ajoutent les hausses de salaire, d'énergie, d'assurance et le coût de sécurisation de magasins gigantesques. En parallèle, les clients, surtout les ménages de la classe moyenne, resserrent leur budget, font moins de déplacements et commandent davantage en ligne. La réponse de Walmart est claire. Investir massivement dans l'automatisation, la robotique et la logistique pilotée par l'IA. Une stratégie efficace, mais qui annonce aussi moins de magasins physiques et des équipes plus réduites à long terme. Pour beaucoup d'Américains, notamment les plus âgés, ce changement est douloureux. Walmart représentait un point d'ancrage, une habitude rassurante dans un monde de plus en plus instable. Quand le magasin du quartier ferme, ce n'est pas seulement une question de praticité. C'est une perte de lien. Walmart ne s'effondre pas. Il évolue. Mais si une entreprise de cette taille se replie, se réorganise et redéfinit sa présence, alors le message est clair. Les forces qui transforment le commerce américain sont profondes et durables. Ce que nous voyons à travers ces 10 enseignes n'est pas une série de cas isolés. C'est une mutation structurelle. Coûts en hausse, marge sous pression, montée en puissance du commerce en ligne. Même les marques les plus familières doivent reculer ou se réinventer. Les communautés sont les premières touchées. Trajets plus longs pour les produits essentiels, moins d'options tard le soir, centres commerciaux désertés. Mais dans ce bouleversement, quelque chose de nouveau peut émerger. Des commerces plus petits, plus locaux, tentent de recréer du lien là où les grandes chaînes ne le peuvent plus. Et à mesure que cette apocalypse du retail se déploie en 2025, la question devient personnelle. Jusqu'où ira la prochaine fermeture ? Peut-être plus près de chez toi que tu ne l'imagines. Si cette analyse t'a aidé à voir le tableau d'ensemble, reste avec nous. Le plus important est encore à venir.